Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième et dernier webinaire organisé dans le cadre du projet La maternelle, c'est essentiel, qui, comme certains d'entre vous le savent, sûrement est un projet plus large, qui est issu d'une collaboration entre la Fondation Roi-Baudouin et la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2020. Alors, certains d'entre vous suivent le projet depuis ses débuts, et puis je pense que pour d'autres, c'est peut-être une première, vu le nombre de personnes qu'il y a ce soir. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. On vous remercie chaleureusement pour votre présence, toute l'équipe du projet, mais aussi la Fondation Roi Baudouin. L'équipe du projet qui est présente ce soir, c'est Maïté, Sandrine et Nathalie. Vous les entendrez pour deux d'entre elles après ces quelques mots d'introduction. Du coup, comme je le disais, le projet La maternelle, c'est essentiel. Il existe depuis plusieurs années et il a permis dans un premier temps de développer et puis de diffuser au sein des réseaux de l'enseignement des dispositifs et des outils de formation à destination des équipes éducatives de l'école maternelle. Et ces dispositifs et ces outils sont tous axés sur l'amélioration de la prise en compte, de la prise en charge des enjeux liés à la précarité et à la diversité au sein des écoles maternelles. Euh, donc l'objectif général de ce projet, c'est de lutter contre les inégalités scolaires dès le tout début du parcours des élèves et de leur assurer une entrée aussi positive que possible dans les apprentissages, d'où qu'ils viennent et quel que soit leur bagage. Mais Maïté vous en dira plus sur les grandes étapes de ce projet dans un instant. Alors cette année-ci, dans le cadre du projet La maternelle, c'est essentiel, on a organisé plusieurs webinaires. Il y en a eu un premier en février sur la thématique du livre comme outil dans le développement du langage et du lien social en maternelle. Et puis on a eu un deuxième webinaire en avril, toujours autour de la thématique du langage, mais axé cette fois sur le rôle que peuvent jouer les adultes référents pour l'enfant, donc les professionnels, mais aussi les parents, les proches, dans la création d'une communauté de langage qui soit stimulante et sécurisante pour l'enfant. Donc je disais, les deux webinaires qui ont eu lieu précédemment sont disponibles en replay sur YouTube, sur la chaîne de la Fondation Roi Baudouin. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet avec la thématique très en vue de l'école du dehors, qui est une pratique qui se développe depuis une quinzaine d'années et qui suscite pas mal de questionnements intéressants. Par exemple, quelles sont les conditions requises pour que les élèves de maternelle soient réellement en condition d'apprentissage lorsqu'ils apprennent hors de la classe? Comment s'assurer que chaque enfant, d'où qu'il vienne, trouve sa place dans un dispositif d'école du dehors? Comment amener les élèves à articuler les observations du dehors et du dedans? Voilà, quelques exemples pour en citer quelques-uns, mais vous avez sûrement aussi de nombreuses autres questions qui vous animent. Et donc, pour les aborder ensemble, aujourd'hui, on a le plaisir et la chance d'accueillir deux oratrices. Alors, il y a Isabelle Balestin, que je laisse vous Bonjour. saluer. Isabelle est institutrice maternelle à Froidchapelle et elle pratique l'école du dehors avec ses élèves depuis plusieurs années. Et elle est par ailleurs formatrice au sein d'Aquascope, où elle initie d'autres enseignants à l'école du dehors. Et alors, nous accueillons aussi Sabine Darro. Bonjour. Bonjour, qui est une biologiste passionnée par son métier, mais aussi par la transmission et l'éveil scientifique des élèves. Et elle aussi est formatrice au sein d'une ASBL, l'ASBL Hypothèse, où elle développe des projets et des outils pour accompagner les professionnels de l'enseignement dans cette démarche qu'est l'école du dehors. Donc merci beaucoup à toutes les deux, Sabine, Isabelle, d'être présentes aujourd'hui pour croiser vos regards et partager vos expériences avec nous. Et alors, je vais vous prendre encore une toute petite minute avant d'entrer dans le vif du sujet pour vous partager le teaser du projet La maternelle, c'est essentiel. Ceux qui sont déjà venus savent que c'est une tradition dans ces webinaires. C'est une courte présentation du projet en tant que tel pour pouvoir permettre à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore d'avoir une vue d'ensemble sur ce projet et puis de mieux cerner le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire. Eva est institutrice maternelle et elle adore son métier. Elle aimerait que tous les enfants démarrent leur scolarité dans les meilleures conditions. Elle remarque que certains enfants de sa classe s'expriment peu. D'autres ont parfois du mal à se mettre au travail.
ou ne semble pas toujours comprendre les consignes. Comment faire pour donner les mêmes chances de réussite à tous ses élèves? Une baguette magique? Non, le travail d'une équipe éducative, convaincue que tous les enfants peuvent apprendre. Eva et ses collègues se tournent alors vers les formations de la maternelle C'est essentiel. Ces formations, destinées à vous soutenir en tant qu'acteur et actrice de la maternelle, sont organisées en 4 thématiques. Mieux comprendre la précarité et ses impacts sur la scolarité, faciliter la transition entre la famille et l'entrée à l'école, initier les enfants au langage de l'école et donner du sens aux apprentissages. Vous y trouverez des outils d'observation et d'analyse, des exemples de gestes professionnels, ainsi que des accompagnements en individuel ou en équipe. Pour que tous les enfants connaissent un départ positif dans leur scolarité, la maternelle a un rôle clé à jouer. Renseignez-vous auprès de votre réseau, de votre CSA ou de l'IFPC. La maternelle, c'est essentiel. Ensemble, agissons face aux enjeux de la précarité et de la diversité. On va poursuivre avec un peu plus d'infos sur le projet et donc on peut démarrer le PowerPoint. Voilà, mais donc comme vous l'avez entendu, hein, on est bien au rendez-vous de l'école du dehors en maternelle, comment assurer les apprentissages de tous les enfants. Et par rapport au projet, donc on voulait vous redonner quelques éléments pour les personnes qui découvrent le projet. Donc c'est, comme Marie l'a bien mentionné, le projet a démarré en 2020 avec l'élaboration des dispositifs et d'outils de formation et de sensibilisation donc à destination des acteurs et des actrices de l'école maternelle. Ensuite, 2 années sur la finalisation des outils et des dispositifs et la conception donc d'une formation pour les formateurs et les formatrices de l'ensemble des réseaux et de l'interréseau en Belgique francophone. Et en 2022, donc 2023, donc la mise en œuvre de ces formations, le partage via la plateforme API, donc pour l'ensemble des formateurs et des formatrices en Belgique francophone. Et l'année dernière, donc, une soixantaine de formateurs et formatrices ont suivi et ont reçu donc, le contenu de ces formations. Voilà, et donc cette année, on l'a mentionné, des webinaires de sensibilisation dans un premier temps, et on va y revenir sur les outils que vous allez pouvoir retrouver en ligne un petit peu plus tard. Également, donc 3 webinaires, et on arrive donc au bout de ces 3 webinaires avec notre dernier webinaire aujourd'hui thématique. Et donc, dès l'année prochaine, le projet va se poursuivre avec les formations qui vont continuer à être données par l'interréseau, par l'IFPC et par les réseaux. Mais donc, petit à petit, la Fondation Roi-Baudouin va donc tout à fait passer la main à l'ensemble des formateurs et des formatrices. Cette année, on a pu avoir des temps de rencontre avec l'ensemble des formateurs et des formatrices pour avoir les retours des premières formations et partages sur le terrain. Donc, quand on parlait de dispositifs et d'outils, donc comme je le disais, du matériel didactique et pédagogique qui est disponible sur API, donc là spécifiquement pour les formateurs et les formatrices avec des déroulés de formation, des exercices, des mises en situation. 8 films qui ont été réalisés dans le cadre du projet La maternelle, c'est essentiel, qui à la fois alimente les dispositifs de formation, mais qui permet aussi d'animer des temps de sensibilisation dans vos équipes, dans vos écoles, et qui sont à présent disponibles sur eClass. Et on y reviendra en fin de webinaire, vraiment pour vous redonner les liens. Et donc sur eClass également, des propositions d'animation pour pouvoir entamer cette sensibilisation dans des temps de concertation, pour pouvoir discuter en équipe mixte sur les terrains, donc enseignants, enseignantes, acteurs, actrices de l'extrascolaire, périculteurs, péricultrices. Et donc ces propositions d'animation sont également disponibles sur eClass. Pour la suite de notre programme, on va d'abord écouter Isabelle Balestin, donc, qui est un site à Franchapelle en maternelle et qui pratique l'école du dehors, sur les conditions nécessaires pour qu'on soit bien pour aller dehors, à quoi il faut faire attention pour démarrer l'école du dehors. Dans un deuxième temps, on écoutera Sabine avec comment
pratiquer enfin, un exemple des situations d'apprentissage et d'éléments pour vraiment être centré sur les clés qui vont permettre et les vigilances à avoir pour permettre de vraiment se centrer sur des apprentissages scientifiques, puisque c'est ça la spécialité de Sabine, c'est que la SBL hypothèse est vraiment là pour soutenir le développement des sciences à tous les niveaux. Et dans un troisième temps, on reviendra avec les apports d'Isabelle pour qu'elle l'élargisse sur d'autres apprentissages possibles, d'autres manières de faire que les sciences dans sa pratique avec ses illustrations à elle. Donc, un petit élément de définition pour se dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'école du dehors. Ben, on est parti de la définition que se donne le collectif de Tous dehors, en se disant, ben voilà, l'école du dehors, c'est un ensemble diversifié de pratiques éducatives et pédagogiques. C'est une immersion et des rencontres dans l'environnement naturel, social et vivant. L'école du dehors s'articule avec les missions de l'école et les activités intramuros. Et puis, j'avais rajouté un peu en dernière minute, et donc le fait aussi que donc, l'école du dehors, ça veut dire qu'on sort des murs de l'école et que ça invite aussi à une pratique régulière, que si on, le collectif Tous dehors, ils se disent pratiquer l'école du dehors, c'est au moins pendant toute une année et sortir au moins une fois par mois. Voilà, c'est les balises qui se mettent pour dire à partir de quel moment est-ce qu'on commence à parler de l'école du dehors. On peut évidemment faire beaucoup plus que ça, mais voilà, c'était juste pour se donner des balises qu'on peut rediscuter évidemment, mais ça permet de situer un petit peu de quoi on veut parler aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas précisé non plus, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat pendant que nos intervenantes parlent. Ça nous permettra à Maïté et à moi de relancer éventuellement, de repréciser une question ou l'autre si on les voit apparaître dans le chat, puisqu'on ne va pas demander à nos intervenantes de surveiller le chat en même temps qu'elles nous parlent. Et donc, je passe maintenant la parole à Isabelle. Merci Sandrine. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, moi je vais vous parler de mon vécu, de ma passion qui est l'école du dehors. Alors bien évidemment, pour revenir sur la définition que Sandrine a partagée, l'école du dehors, eh bien moi pour ma part, je la pratique en forêt, en sous-bois, à la rivière. Je la pratique également dans une prairie avec une cabane dont vous aurez la possibilité de voir la photo, mais également dans le village. Donc, il est bien évidemment, en fonction des lieux que l'on va occuper, il est bien évidemment important, et je pense que pour toute situation, dès qu'on sort de sa classe, c'est d'informer et de rassurer les parents. Ça, c'est la chose la plus importante. Si maintenant vous souhaitez vraiment avoir une pratique du dehors, comment vais-je dire, rassurante, et où les parents vont vraiment vous soutenir et vous accompagner dans ces démarches. Une fois que les parents sont avec vous, alors là, c'est le pur bonheur parce que c'est porte ouverte aux aides, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit voilà, on va venir vraiment soutenir votre pédagogie, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque l'on est en classe. Alors, les sorties nature, bien évidemment, c'est parfois exceptionnel, mais dans le cadre d'un fonctionnement normal d'une école, quand on pratique l'école du dehors, eh bien, on sort un peu plus souvent. Moi, dès que le temps me le permet, je suis 5 jours sur 5 en extérieur. Bien évidemment, je ne sors pas de 8h30 jusqu'à 15h30, mais je peux sortir 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, je peux sortir une demi-heure en fonction des besoins des enfants. Alors, bien évidemment, tu sais remettre l'autre dia, s'il te plaît, Sandrine. Voilà, bien évidemment, on va évidemment répondre au confort de l'enfant, sa sécurité, son épanouissement et ses apprentissages, mais il faut identifier les préoccupations des parents et on doit pouvoir y répondre clairement et être ferme dans ce qu'on avance. Ça veut dire qu'on est convaincu de sa pratique. Alors, il y a des conditions d'apprentissage au dehors. Ces conditions, c'est que dans un premier temps, on va organiser une réunion avec les parents pour présenter le projet des sorties dans la nature. On va inviter des intervenants extérieurs également, si nécessaire, donc pour nous accompagner lors des sorties. On va expliquer les bienfaits des sorties
pour les enfants. C'est-à-dire que c'est pas juste je sors pour me défouler, je sors pour me promener. Non, derrière tout ça, il y a autre chose. Et on explique également aux parents comment va se dérouler une journée. Alors, en classe, on sait qu'il y a l'accueil. Eh bien, en école du dehors, il y a également l'accueil. En école du dehors, il y a des ateliers. Eh bien, enfin, en école du dedans, pardon, il y a des ateliers. En école du dehors, il y a des ateliers. Voilà, en fait, vous prenez l'école du dedans et vous la mettez en école du dehors. Le mode de fonctionnement est quasi similaire. On est bien évidemment attentif à la sécurité des enfants et donc on le précise aux parents. On peut également leur présenter la trousse de secours qui nous accompagnera à chaque sortie, ce qui les rassurera. Bien préciser que de toute façon, que ce soit l'école du dehors ou l'école du dedans ou la cour de récréation ou la salle de psychomotricité, des risques d'accident, il y en a partout. Mais il n'y en a pas plus au dehors qu'au dedans. On associe bien évidemment les parents dans nos activités. Donc, par exemple, s'il fait froid et qu'on est dehors, on peut demander aux parents de nous faire un petit cacao chaud. S'il fait chaud, eh bien, on peut leur demander de nous préparer des infusions. Mais on peut également les préparer nous-mêmes avec des ingrédients que les parents nous apportent. Il faut, si possible, lorsque vous avez terminé cette réunion d'information, amenez les parents sur votre lieu de sortie s'il est proche de l'école. Bien évidemment, si vous devez prendre un car, c'est plus compliqué, ou alors vous organisez ça avec la direction. Il faut toujours que votre direction vous accompagne dans cette démarche. C'est très important. La direction sera votre meilleur allié et donc faites-lui confiance, informez-la, expliquez-lui vos envies, votre motivation et voilà, et construisez ça ensemble. Pas dans votre coin ensemble, c'est vraiment important. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Alors voilà, justement, là, je vous présente ma zone du dehors. La photo que vous voyez, c'est une partie de ma classe. Et donc, dès que j'ouvre la porte, je me retrouve dans cette zone-là qui est en aménagement, celle-ci. Un peu plus loin, il y a une mare que je dois à nouveau aménager avec les parents, d'où l'implication des parents. Et étant donné que nous étions en travaux, cette zone n'est pas encore entretenue, mais nous sommes également dans un projet d'Ose le Vert. Vous pouvez également rentrer des projets via Ose le Vert et avoir un budget. Et nous, c'est ce qu'on a fait il y a 3 ans. Nous avons remporté 3 000 € et grâce à cela, nous avons pu créer des zones de biodiversité. Si tu veux passer à la dia suivante. Merci. Alors, ici, nous avons un accès toboggan pour rejoindre l'école du dehors. Ce toboggan a été récupéré d'une ancienne plaine de jeux. Au lieu de le jeter, eh bien, on l'a intégré en école du dehors et on voit que de chaque côté, il y a la haie. Donc, il est venu s'intégrer vraiment dans le paysage. Dans le fond, vous voyez une agora. C'est simplement des rondins de bois qu'on a disposés et à la base, c'était juste un verger que l'on a aménagé. De part et d'autre du toboggan, il y a 2 zones de fauchage tardif. C'est très important de laisser des hautes herbes et des herbes plus courtes pour justement observer la biodiversité qui va apparaître. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Alors voilà, dans le fond, vous voyez la cabane qui a été construite avec l'aide des parents et de ma famille. C'est une cabane qui a été réalisée uniquement par de la récup. Elle est faite de palettes. Les contours de la cabane sont faits par des planches de chêne récupérées dans une scierie. La seule chose, c'est que nous avons eu des subsides pour le toit par Forsud, qui est dépendant, je vais dire, des pères trappistes de Chimay. Voilà. Et en plus, avec les subsides de Ose le Vert, nous avons pu recréer cet espace. Cet espace n'est pas réservé qu'aux maternelles, il est également accessible à tous les élèves de primaire jusqu'à la P6. Nous avons un horaire, nous nous organisons et voilà, on peut en disposer comme bon nous semble. Ici, on a une autre vue de la cabane. Alors, dans cette cabane, tout est rangé comme dans une classe, c'est-à-dire qu'il y a des meubles dans lesquels nous avons des bacs qui contiennent différents types de matériel. C'est important parce que lorsqu'on est, je vais dire, à l'agora et qu'on crée des ateliers, l'enfant doit savoir où se situe son matériel. Par exemple, les sécateurs, les pommes de pin, les petits pots, les seaux, les bêches, les pelles, etc., etc.
Voilà, ça c'était pour la présentation d'une de mes zones du dehors. Alors, comme je vous disais juste avant, il est important de sensibiliser les parents justement sur les apprentissages que l'on va faire en école du dehors, mais également sur l'équipement de leur enfant. C'est-à-dire que moi, je sors du mois de septembre jusqu'au mois de juin, sauf quand il y a bien évidemment un temps comme pour l'instant où il pleut non-stop, où il y a vraiment un gros risque de vent avec tempête. Là, on ne sort pas. Mais ce qui veut dire qu'un enfant en hiver ne va pas être habillé de la même façon qu'en été. Et donc, lors des réunions, il faut sensibiliser les parents à cela, leur dire qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais il n'y a que de mauvaises tenues, des tenues non adaptées. Donc, dès le 1er septembre, enfin maintenant, dès le mois d'août, on demande aux parents des bottes ou des chaussures de randonnée, un pantalon imperméable avec ou sans bretelles qu'on trouve facilement dans des magasins tels que Decathlon, enfin voilà, pour 10 €. Donc, c'est vraiment pas énorme. Une veste imperméable, des vêtements de rechange, une gourde parce qu'on a facile de la remplir quand on est en été et c'est bien pratique, de la crème solaire pour protéger leur petite peau, une casquette, etc., etc. Et je peux encore citer les pinces à tic. Voilà. Et ici, je vous partage un magnifique dépliant édité par Vendouillet Academy qui reprend justement les équipements à avoir. Alors, ce dépliant est téléchargeable sur leur site. Vous pouvez facilement le télécharger et le proposer aux parents lors de la réunion. Vous leur donnez un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Et donc, voilà, tout est expliqué. L'idéal, c'est de garder quand même une partie en classe des équipements. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de dire, bon ben voilà, on sort tous les mercredis, on sort tous les jeudis. Non. Vous sentez qu'un enfant, plusieurs enfants ont un besoin de concret, de manipulation et d'activité au dehors, eh bien, vous sortez, on met l'équipement, c'est prêt, on va dehors, on exploite, on réinvestit. Ça peut durer 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 3 heures. Vous avez l'équipement, les enfants sont en sécurité, ils sont dans leur confort et on y va. Voilà, donc c'est très important. Ici, on peut voir qu'en plein hiver, on a eu de la chance de notre côté d'avoir une belle neige et donc nous sommes sortis avec les enfants. Alors, chez certains, on avait juste un pantalon imperméable. Pour d'autres, c'est une salopette. Ici, moi, j'ai différents lieux d'école du dehors. La première dia que vous voyez, c'est près de la rivière, c'est un sous-bois, et donc en pleine neige, eh bien, l'enfant est équipé. La deuxième, c'est au niveau de la cabane lors de notre réaménagement de la nouvelle zone. Les enfants sont également équipés, mais d'une autre façon, et ils portent également des gants pour éviter d'avoir des échardes. On protège également les petites mains. Alors oui, les gants sont peut-être parfois un peu trop grands ou bien ils ne sont pas bien mis. Eh bien, on les repositionne, mais au moins l'enfant est en sécurité. Et la troisième dia, c'est quand je fais école du dehors, où on peut voir un enfant habillé avec un petit gilet jaune, parce que sortir en ville nécessite que l'on voit correctement les enfants. Donc un petit gilet jaune, le prénom dans le dos, écrit au marqueur indélébile. Les premiers enfants font toujours le feu vert, les derniers le feu rouge. Et on travaille également par ce biais-là la sécurité routière. Et je peux vous assurer qu'en 1 an de pratique avec cette classe-ci, eh bien, les enfants se repèrent seuls dans le village et connaissent la sécurité et, je vais dire, les panneaux et justement tout ce qu'il y a à faire pour se mettre en sécurité. Faire toujours des photos pour rassurer les parents. Alors, on va répondre aux besoins des enfants parce que dehors, les enfants ont des besoins qui sont différents de ceux qu'ils éprouvent en classe. On va essayer que tout se passe bien pour ouvrir justement la porte aux apprentissages. Ils vont avoir des besoins de se sentir en sécurité, de confort et de mouvement. Alors, évidemment, il y a toujours, quand on est dehors, la question du « Madame, j'ai pipi, Madame, j'ai caca ». Qu'est-ce que je fais? Eh bien, il y a plusieurs réponses. La première, eh bien, on peut aller acheter des toilettes portables. Voilà, si on a le budget. Si on n'a pas le budget, on peut faire un trou à même le sol qu'on rebouchera après les sorties. On prend un petit sac poubelle et on y met le petit papier. On ne laisse pas traîner les papiers au dehors. On peut également fabriquer une toilette, comme on le fait avec Églantine à l'Aquascope. Églantine a construit une super toilette à partir d'une caisse de vin trouée sur laquelle elle est venue positionner un siège, un rehausseur de toilette.
pratique, efficace, simple, et voilà. Et on sort avec. Voilà, pour ma part, moi j'ai la classe juste à côté, donc je rentre en classe. Alors, quand on parle de besoin de sécurité, eh bien, certains enfants ont des phobies. Parce que, voilà, soit papa, maman a peur des araignées, soit parce que papa, maman ont peur que l'enfant tombe. Voilà, c'est normal. Je ne juge pas les parents. Je peux les comprendre parce que, voilà, moi aussi, j'avais cette phobie. Et on rassure les enfants. Une enseignante qui a une phobie, bien évidemment, on ne va pas la forcer à aller toucher une araignée ou à prendre une chauve-souris. Si elle a cette phobie, on respecte et l'enseignante doit se respecter elle-même. Progressivement, elle va prendre confiance en elle et ça va bien se passer. Même chose pour les enfants. Donc, il faut toujours être visible par les enfants, baliser la zone d'école du dehors. Moi, pour ma part, au niveau de la cabane, on a des trilles, donc ça ne pose pas de problème. Voilà, ici, on a un besoin de confort, donc on a les gants et on s'installe comme on peut au niveau de l'activité. Donc, soit assis, soit couché. Voilà, si on a trop chaud, on enlève le bonnet. C'est un besoin de confort. Tu peux passer à la suivante. Et alors, le plus important, avant de démarrer les apprentissages, c'est le besoin de mouvement. Donc, dès que vous arrivez dans votre zone du dehors, permettez à vos élèves qu'ils se défoulent en toute sécurité, bien évidemment. Ils peuvent courir, crier, grimper. Et dès qu'on les rappelle, voilà, le besoin de mouvement a été assouvi, on s'arrête, on se pose, l'énergie a été dépensée et on est prêt à aborder les apprentissages. Là, je laisse la parole à Sabine. Et voilà. Et donc, merci Isabelle pour le partage de ta pratique si motivée, si enthousiaste. Et donc, moi, je vais prendre le relais tout à fait de manière complémentaire pour parler des apprentissages en lien avec un travail que nous avons mené avec des enseignants, dont Isabelle notamment. Et donc, ici, je vais vous évoquer un peu le souci de l'école du dehors pour être sûr, puisqu'on est dans le thème de l'accès à l'école pour tous dès la maternelle, on va aborder un peu quelques vigilances pour être sûr qu'on soit aussi dans les apprentissages. Alors, donc, nous avons mené un projet de recherche avec une centaine d'enseignants pendant 2 ans, et notre préoccupation, c'était vraiment de relier l'école du dehors aux apprentissages. J'ai mis le nom de toutes mes collègues qui ont travaillé avec moi, parce qu'en fait, ce n'est pas spécialement une évidence. Et si on ne réussit pas à remplir aussi les missions de l'école par cette mouvance de l'école du dehors, mais on risque de voir cette pratique s'éteindre, ce qui serait dommage parce qu'il y a vraiment de belles perspectives et des finalités qui sont très intéressantes. Nous avons travaillé dans ce contexte et ce cadre théorique des malentendus d'apprentissage. En fait, on sait aujourd'hui par les chercheurs en sociologie de l'éducation que certains élèves ont des difficultés d'extraire les connaissances et le savoir quand les activités d'apprentissage semblent déscolarisées. Donc, on parle un peu de pédagogie implicite. Ces élèves ne perçoivent pas toujours le lien entre la tâche scolaire qu'on leur propose, c'est le sens premier de la tâche, une activité par exemple, et le sens scolaire, c'est-à-dire le sens second qui est lié aux enjeux scolaires. On se rend compte que ce sont surtout les enfants des classes populaires, dont la culture est plus éloignée de la culture de l'école, qui présentent cette difficulté de passer du faire à l'apprendre. Or, on peut se dire que dans le cadre de l'école du dehors, on est beaucoup justement dans des démarches actives, dans un faire, dans observer, expérimenter, toucher, etc. Et donc, c'est là qu'on s'est dit que c'était peut-être intéressant de réfléchir à la secondarisation des apprentissages. C'est un terme utilisé par Bautier et Guagou pour parler justement de ce passage du faire à l'apprendre. Et donc, on est rejoint par là, par d'autres se préoccupent de ça, on n'est pas les seuls. Donc, on a ici un petit article de Sylvain Connac qui était dans le cahier pédagogique où il dit, en conduisant les élèves à l'extérieur, est-ce que l'enseignant ne risque pas de voir ses élèves considérer ce moment comme un moment trop déscolarisé, de récréation, un temps de pause alternatif aux apprentissages? Et donc, on pourrait augmenter un peu une discrimination et croire que les élèves vont croire qu'ils ne sont pas spécialement en train d'apprendre.
Maintenant, on sait qu'il y a une différence entre enfants et donc c'est de là qu'on est parti pour mener notre recherche. On s'est d'abord questionné, finalement, c'est quoi les activités dehors et de quoi parle-t-on quand on parle d'activités et de faire des choses dehors. Alors donc voilà, donc on est parti un peu des activités et aussi de ce que nous disaient les enseignants. Alors je vais prendre un peu un exemple. On a ici des activités qu'on va vivre dehors. Ici, par exemple, reconnaître les arbres et les feuilles d'arbres, nommer un arbre à partir de ses feuilles. C'est le genre d'activité qu'on pourrait trouver avec un jeu de cartes, à quoi ressemble le plus la feuille de l'arbre, etc. C'est un type d'activité qu'on va trouver dehors. On va aussi avoir des activités plutôt de l'ordre psychomoteur, où on va apprendre à se débrouiller dehors, à marcher sur un tronc d'arbre, à faire une cabane, et donc tous les jeux dehors. Une activité phare, hein, le type d'activité plutôt sensorielle, choisir un arbre, y passer un moment à chaque sortie, c'est aussi quelque chose que l'on pourrait trouver dans les propositions d'activités pour recréer un lien personnel et intime au lieu et à l'environnement. D'autres activités, ça pourrait être de se questionner sur la croissance des plantes et par une première approche expérimentale, évaluer les besoins des plantes et mener toute une recherche. En fait, les 4 activités que j'ai citées là, elles ont des statuts différents et elles n'ont pas les mêmes finalités. On a essayé de mettre un peu de l'ordre dans tout ça en croisant finalement les finalités et le fait que ce soit plutôt une nature qui est utilisée ou un environnement qui est utilisé en contexte, ou bien un environnement qui est utilisé comme un objet d'apprentissage. Et donc, en croisant cet axe-là et le type d'apprentissage, un peu plus spontané, sensoriel, et des apprentissages plus guidés, on a 4 zones où on a défini des finalités. Et donc, on a « je me sens bien dehors »,« je me débrouille dehors »,« j'apprends dehors » et « j'apprends le dehors ». Et donc, dans les activités que je vous ai citées, finalement, voilà, on peut les répartir selon 4 finalités différentes. Je fais cette introduction, pour resituer exactement nous, où on va travailler avec les enseignants. On s'est rendu compte que les activités d'apprentissage, j'apprends dehors, où l'élève est élève dehors, sont moins fréquentes dans les propositions de toute la littérature sur l'école du dehors. Par contre, les 3 autres domaines sont beaucoup plus nourris. Et donc, cela, ça nous a un peu questionné. On s'est dit qu'il était c'était important de voir un peu comment on pouvait mieux relier ce qui se passe dehors avec les apprentissages. En lien avec ça et le réseau idées, il y a eu un article qui parlait de ce premier travail que nous avons mené, et ils en ont fait un schéma voilà, dans cet article. Et donc, on a 4 caricatures qu'on vise finalement l'enfant des bois, l'enfant scout, l'enfant élève dehors et l'enfant naturaliste. Alors, donc, en lien avec tout ça, on s'est dit, pour vraiment mener aux apprentissages, on va essayer de voir comment mettre en place des moyens pour que tous les élèves soient dans l'apprentissage. Pour ça, la deuxième partie de notre recherche a été d'écouter les enseignants et de voir s'il n'y avait pas des pratiques qui menaient à des malentendus d'apprentissage chez l'enfant. Alors, on a, sur base de ces pratiques déclarées, de ces propos d'enseignants, on a identifié qu'il y avait quelques écueils sur lesquels on pouvait travailler. Notamment, on a vu une tendance à l'éparpillement, un retour peut-être à une pédagogie un peu question-réponse, un peu trop directive par moment. On a vu qu'il y avait peu d'articulation dehors-dedans, une difficulté d'utiliser le fortuit. On a vu qu'il y avait souvent l'idée que les enfants ont vécu une primauté de l'action, ils ont fait des choses dehors, que ça suffit pour apprendre, et c'est en lien avec le dernier écueil, et donc il y a peu de structuration des apprentissages. Je vais illustrer ces 2 points. Donc
la difficulté d'utiliser le fortuit et les traces au service de la structuration. Donc, pour ça, je vais faire un petit détour sur finalement, c'est quoi apprendre en sciences, hein. J'aurais pu faire c'est quoi apprendre en maths, c'est quoi apprendre en français, mais étant didacticienne des sciences et dans la formation donc, des enseignants en sciences, ben voilà, c'est dans ce domaine, dans cette discipline que se situe la réflexion. Donc, imaginons que quand on est dehors, ben, il se passe pas mal de choses. Isabelle en est témoin parce qu'il y a beaucoup de choses dehors à observer, à vivre. Et notamment, ce fortuit, il est là tout le temps. Et il va falloir le gérer. On s'est rendu compte que parfois, certains enseignants, ben, ils suivaient trop l'enfant et donc on passait d'un fortuit à l'autre. Mais en questionnant peu ce qui était amené. Ici, on a, par exemple, on a trouvé des coccinelles, le cas classique, où on a trouvé des vers de terre, peu importe. Mais finalement, c'était souvent traité avec des questions de type informative. Que mange-t-il, où vit-il, comment il s'appelle? Tandis que si on veut aller vers un apprentissage en sciences, dans les attendus de la discipline, on doit aller vers des questions de type scientifique. Et ça demande de la part de l'enseignant un recul, c'est-à-dire de prendre le temps de se dire, tiens, à partir de là, vers où puis-je aller au niveau des concepts scientifiques? Parce que si on ne traite que les questions informatives, ben c'est vite réglé. Et on a peut-être éventuellement une trace qui va parler de la coccinelle. Mais à partir de là, on peut aussi s'appuyer dessus pour travailler sur des questions de type scientifique, comment expliquer que, comment se reproduit-il, et aller vers les concepts de cycle de vie, de reproduction sexuée, de métamorphose, comment les scientifiques classent les animaux, voir les attributs qui caractérisent, les critères du vivant, etc. Donc, on doit choisir une orientation et ça demande un peu de recul. C'est pour ça qu'avec les enseignants, on a vraiment travaillé sur des situations fortuites pour faire un peu des cartes mentales de tout ce qu'on pouvait aborder à partir de cette mobilisation qu'est le vécu dehors. Et ça permettait d'aller plus loin au niveau des attendus scolaires. Je vous donne un exemple d'une activité qui a été vécue chez Isabelle Hofer à Theux, et elle nous a proposé cette situation fortuite-là. Elle va un peu comme Isabelle très fréquemment avec sa classe de M1, M3, c'est tous les mercredis, dans un coin naturel boisé, près de l'école. Parfois, elle le fait aussi dans un environnement plus habité, hein, donc elle change aussi ses lieux. Mais voilà, là, un enfant spontanément, puisqu'il a une habitude d'aller tous les mercredis, il a fait ce dessin en disant « pour aller dans le bois, je vais d'abord par là » et il a fait tout. Et alors, comme il n'avait pas assez sur sa feuille, vous voyez, il a dû composer avec 3 feuilles. L'enseignante est partie de cette situation pour, donc elle prend le temps d'identifier derrière les enjeux d'apprentissage en lien avec les référentiels, où elle va travailler, se déplacer en fonction d'un repère, on va travailler les repères pour faire un plan, se repérer dans l'espace, distinguer les repères fixes et les éléments mobiles, se déplacer en fonction de repères et décrire un déplacement. Donc, il lui a fallu un peu de... Elle prend le temps, elle ne va pas traiter ce fortuit-là tout de suite pour en faire une activité en travaillant sans filet. Parce qu'alors, elles tombent un peu court, alors, ces activités. Tandis qu'ici, ça va devenir un vrai projet. Ce qui a été fait dans cette classe verticale, c'est que, puisqu'il y a un enfant qui a proposé de dessiner par où aller, elle le demande à tous les enfants, donc tout le monde réalise un chemin. Comme il y a différents niveaux dans la classe, vous voyez la trace ici, elle est bien notée, préconception, dessine le chemin pour aller à notre école des bois. Et sur base de dictée à l'adulte, on a vraiment une trace sur laquelle on va pouvoir discuter, qui sera le point de départ. Ensuite, à partir de tous ces schémas, on va aller sur place pour repérer des repères, et c'est là qu'elle a travaillé les repères fixes et les repères mobiles. C'est vrai que la vache dans le pré, la semaine suivante, elle sera peut-être plus là. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus. Vous voyez qu'elle va aussi faire des apprentissages en lien à l'intérieur. Là, elle en profite pour faire un travail sur les déplacements à gauche, à droite, tout droit, en arrière. Et là, elle a introduit avec les petits robots Bibot qui conviennent bien pour ce type de déplacement.
et introduire la symbolisation de flèches pour indiquer un déplacement. Et donc, vous voyez qu'à partir de ce fortuit, eh bien, il y a plein d'apprentissages qui vont se mettre autour parce qu'elle a pris un recul pour mieux organiser toute sa séquence. Donc, voilà un premier exemple. Donc, finalement, on se dit que le dehors, quand on est dans la case apprentissage, c'est intéressant de vraiment prendre ce temps de recul. Donc, le fortuit, on l'organise pour une vraie démarche de recherche et je vais aborder maintenant le peu ou pas de structuration que nous avons constaté dans le groupe de recherche collaborative. Donc, on a remarqué que les enseignants structurent peu ce qui est fait dehors. Parfois, ça se résume à une discussion orale. Alors, les traces sont peu nombreuses et quand il y a des traces, on a remarqué que parfois ou souvent, elles relatent peu ce qui est appris dehors, elles sont plutôt au service de dire ce qu'on a fait dehors. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai aimé, raconter ce qu'on a vécu, mais elles devraient porter, en fait, si on veut qu'il y ait une secondarisation des apprentissages, elles devraient porter sur l'apprentissage et s'adresser à l'enfant. En fait, les sociologues de l'éducation, ils nous donnent des pistes sur ces difficultés de certains enfants de ne pas extraire les savoirs cognitifs d'activités trop concrètes. Ils nous disent, mais en fait, le passage par l'écrit et la structuration est un indispensable pour la secondarisation. Donc, nous, on a écouté un peu ce conseil et on s'est dit, on va travailler sur cette trace pour qu'elle soit plus le reflet de l'apprentissage. Vous voyez ici un exemple de trace d'une enseignante, Carole, qui sort beaucoup avec ses enfants. Et au début, son cahier de traces, qui est plus un cahier, on ne sait pas si c'est un cahier de vie ou un cahier de sciences ou de traces, elle mène une recherche sur le sol. Et puis, en fait, dans le cahier, on voit plutôt ce qu'ils ont fait. Une trace de « sous mes pieds, on a creusé, on a fait le chemin sensoriel, on a fait une pâture marron, on a observé… les vers de terre. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai fait. On va essayer de voir comment, à partir de là, on va évoluer. Et donc, cette enseignante, elle a vraiment, après, changé et mieux mis les traces au service en lien avec les apprentissages. Donc, les traces au service de l'apprentissage, c'est vraiment prendre un recul sur l'action. Donc, on ne va pas mettre seulement ce qu'on a fait. Ici, on a des activités sur les ombres qui ont été vécues dehors, des observations, des objets, des ombres des enfants, un travail sur l'ombre qui change aussi en fonction de le matin et le soir. Et on voit la trace qui est au cahier où on voit bien que l'enfant, par la trace, il va structurer l'idée qu'il faut une lumière pour avoir de l'ombre, mais que cette lumière, elle est positionnée d'une certaine manière en fonction de la place que prendra l'ombre, etc. Donc, voilà un peu, donc la trace, elle va permettre d'acter ce qu'on a appris. Nous avons ici un autre exemple d'une enseignante qui a travaillé sur les flaques d'eau qui avaient disparu. Et là, on voit bien que la trace dans le cahier de sciences, elle reflète une activité expérimentale, donc c'est vraiment une trace au service de la démarche. Elle met, voilà, vérification de notre deuxième hypothèse. Les flaques d'eau ont disparu, peut-être qu'elles sont absorbées par le sol. Et c'est une activité expérimentale pour tester l'absorption des différents sols, suivant qu'il y a du tarmac ou que c'est de la terre, des cailloux, etc. Et il y a le résultat, voilà. Donc, ici, on voit ce qu'on a fait, l'activité qu'on a fait, mais elle est réintégrée dans un processus de recherche complet, et donc elle prend sens dans ce processus. Ici, on voit aussi un type de trace sur une démarche qui a été menée sur une recherche sur le vent, avec donc les enfants de maternelle de l'école de Delambreux. Et là, il y a une trace au départ, et on voit que l'enseignante a bien structuré avec une trace évolutive. Ce qui est en blanc, c'est ce que je pensais. Mais en jaune, c'est après les expérimentations qui ont été faites dehors. Et donc, on revient sur ce document. Donc, vous voyez, ça articule vraiment un travail qui se fait dehors et un travail qui se fait dedans.
là, dans le cahier de traces, on voit aussi une trace des activités parce qu'ils ont travaillé sur le sens du vent avec les objets et ils devaient tracer le sens du vent. Donc, on voit bien, elle remet la consigne, suivre son objet dans le vent, tracer son chemin, dessiner l'activité, et puis suit alors des traces et des dessins d'enfants. Voilà, donc on voit dans le cahier toute une évolution de la recherche. À la fin, on voit « dessine ce que tu as appris ». Et donc là, on voit vraiment une trace en dictée à l'adulte où l'enfant ne dit pas seulement « dessine ce que tu as le mieux aimé », ou c'est souvent un peu ça, ce que tu as préféré, ce que tu as ressenti. On est ici dans « dessine ce que tu as appris ». Et là, en dictée à l'adulte, l'enfant, il a 4 ans, ben moi, c'est la manche à air. Quand elle est toute droite, ça veut dire qu'il y a du vent. On peut voir le sens du vent avec la girouette, etc. Donc, il y a une trace un peu pour faire le point du parcours, en fait. Et donc, les traces, elles sont vraiment indispensables pour une secondarisation des apprentissages. Elles sont le fil conducteur du raisonnement. Elles sont aussi un état de la réflexion. Elles disent d'où on est parti, où on est arrivé. Et elles permettent plein d'allers-retours entre les étapes. Et donc, voilà un peu une autre vigilance donc, qui était l'idée de travailler la structuration des apprentissages. Alors, un autre point qui a été travaillé comme outil avec les enseignants, c'est que finalement, on s'est rendu compte que quand on est dans la case apprentissage, parfois la sortie, elle va servir de mobilisation. Parfois, la sortie, elle sert de recherche parce qu'on a une question et on va voir dehors comment ça se passe. Ou bien, parfois, la sortie est un transfert parce qu'on a étudié quelque chose à l'intérieur, le nombre, les formes géométriques, et puis on va voir dehors comment ça se passe. Et donc, les enseignants ont trouvé ça intéressant de dire « Ah ben oui, en fait, la place de la sortie, ça doit s'anticiper. » Et le statut de l'élève n'est pas le même. Si on est dans une sortie mobilisation pour se poser des questions et démarrer une recherche, on est dans une posture d'enfant curieux. L'enfant, il ne va pas repartir de cette sortie-là avec des savoirs, etc. Ce n'est pas le but. Il repart avec un questionnement qui va être ensuite organisé en recherche. Ou bien, une recherche est en cours et l'enfant va chercher des informations dehors. On va aller voir dehors si, on va aller faire telle expérience dehors pour vérifier que, et l'enfant a un statut de chercheur. Et s'il est expert parce qu'il connaît déjà des choses et qu'on va voir dehors comment ça se passe, si ça se comporte de la même manière, là, on a un enfant expert comme statut, comme posture d'élève. Donc, voilà un peu les outils que nous avons construits. Donc, tout ce travail-là a été mené donc, avec les enseignants qui ont vécu des situations, qui les ont créées. Et j'en profite pour dire que nous avons un atelier aux rencontres pédagogiques d'été qui va jouer du même processus de se mettre en situation de réflexion sur des démarches d'apprentissage en lien avec l'école du dehors. Et donc, les rencontres pédagogiques étant organisées par Changement pour l'égalité, vous pouvez aller sur leur site pour voir. Et donc, j'en profite pour dire, tout ce travail avec les enseignants a servi à faire des séquences qu'on a coproduites avec eux. C'est donc une recherche collaborative. Et vous trouverez sur le site Apprendre dehors les activités d'apprentissage et les cadres didactiques, ainsi que la recherche plus étayée que le résumé que je vous en ai fait. Voilà, par exemple, il y a des séquences qui sont racontées avec les outils qui vont avec. Et à vous de vous en emparer, parce que ce qui se vit dans chaque classe, bien sûr, on n'a pas la prétention de dire que ça va se passer de la même manière, et puis heureusement que non. Donc c'est vraiment l'idée, c'est un récit de ce qui s'est passé dans telle et telle classe. À vous de le lire et de le vivre avec votre classe. Donc je vous invite à aller le voir. Et voilà donc les partenaires qui étaient associés, notamment c'est une recherche qui est financée par le ministère de l'Environnement wallon dans le cadre d'un appui à l'enseignement dehors. Voilà. Merci Sabine. Et donc là, on avait des vigilances particulières autour des apprentissages en sciences et on va redonner la parole à Isabelle pour qu'elle nous raconte d'autres types d'apprentissage
qu'elle réalise avec ses élèves de maternelle. Merci. Alors, on a parlé justement juste avant du besoin de sécurité chez les enfants, mais on n'a pas parlé du besoin de sécurité chez l'enseignant. Et je pense que ça, c'est important aussi. Sincèrement, si j'ai un conseil à vous donner, osez vous lancer. Vous allez faire des erreurs, comme tout le monde. J'en ai fait aussi, j'en fais encore. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. On ne sait pas tout sur tout. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire aux enfants, bah, écoute, ça, je ne sais pas. Tu me demandes ce qu'est cette plante. Je ne sais pas si c'est du blé, de l'orge, du froment. Je ne sais pas. Je vais me renseigner et puis on observera ensemble et on trouvera la réponse. On peut également demander de l'aide des personnes ressources. Donc, par exemple, si vous avez un spécialiste sur les champignons, un mycologue, eh bien, il peut venir. Si vous avez un papa qui travaille très bien le bois et que vous avez besoin d'un hôtel à insectes, eh bien, vous pouvez le contacter et lui demander s'il est OK de venir vous aider. Il y a pas mal d'ouvrages qui peuvent vous aider et je suis également à votre disposition via mon Facebook si jamais vous avez besoin d'avoir des pistes d'activité, mais je vais déjà vous en présenter certaines ici. Alors, on pense bien lorsque on prépare une activité du dehors, alors soit on sort pour juste une activité, soit on sort pour une demi-journée ou une journée. Et donc, on va préparer cette journée un peu comme une classe du dedans, c'est-à-dire qu'on va préparer un moment de temps libre où on peut donner à l'enfant une petite boîte avec des loupes, avec des boîtes loupes, avec des pinceaux, avec des petites pelles, etc., etc., pour qu'il ait un petit matériel pour s'occuper. Certains vont vouloir grimper, mais d'autres voudront peut-être plus se poser. Ensuite, on va mettre en place un petit jeu dynamique. Donc, c'est un petit peu comme une activité collective. Quand on fait les formations à l'aquascope avec Églantine, chez les enseignants, que ce soit en maternelle ou en primaire, on propose toujours un jeu dynamique. C'est assez cocasse et ça met vraiment une bonne humeur et on sent une cohésion dans le groupe. Exemple, on doit reformer un domino, il y a 2 groupes, chaque groupe doit reformer son domino et on va chercher les pièces en courant et puis on reforme son domino. On va mettre en place des activités, une activité, plusieurs activités sous forme d'atelier. Alors Sabine a parlé justement de faire face à l'inattendu, donc je ne vais pas y revenir, mais simplement vous dire que si vous êtes dans une activité et qu'un enfant vous dit « Tiens, madame, il y a une coccinelle ou il y a un escargot. » Ok, j'entends bien ce que tu me dis, j'entends bien ce que tu m'as expliqué, elle est là, on en fait une photo, on y reviendra après, mais on se recentre sur ce que madame explique pour justement permettre de faire des apprentissages. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de faire verbaliser les enfants, comme Sabine le disait, savoir ce qu'ils ont appris de cette journée. Parce que dire oui, je me suis bien amusée, ok, mais qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Et je vais vous le montrer par le biais des activités que je mets en place au niveau de mes élèves. Lorsque l'on fait un retour en classe du dedans et on demande à l'enfant, tiens, est-ce que tu te souviens de telle activité? Oui, je me souviens, il fallait faire ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu as appris? Et hop, il réinvestit ses apprentissages lors des activités au dedans. Donc, sur la dia suivante, vous verrez, en fait, je me suis posé la question de savoir, mais tiens, on demande à l'enfant, dès son plus jeune âge, de d'écrire les chiffres, de dénombrer. Oui, mais ça sert à quoi, en fait? À quoi est-ce que ça sert d'écrire un chiffre? Si moi, maintenant, je vous demande d'écrire une lettre, vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Eh bien, l'enfant, je pense qu'il a cette réflexion aussi. Pourquoi est-ce que je dois écrire les chiffres? Eh bien, parce qu'il y a un sens. Et ce sens, on va aller le trouver dans le village. Un chiffre, ça sert à quoi? Ça sert à composer un numéro de téléphone quand je les tape les uns à la suite des autres. Un chiffre, ça me sert, si je suis facteur, à déposer une lettre. Un chiffre, ça va me servir aussi à lire une plaque d'une voiture. Un chiffre, voilà. Le chiffre a un sens, un but. Et l'enfant, une fois qu'il connaît la raison pour laquelle il doit écrire un chiffre, eh bien, ça lui donne du sens. Et donc, il est motivé. On fait une lettre à Saint-Nicolas, on écrit la lettre et on écrit le chiffre. On veut envoyer une carte à papa ou à maman ou on veut écrire à un copain d'une autre école, eh bien, on va également utiliser le chiffre. Ce chiffre correspondra à une boîte aux lettres. Et donc, on donne du sens à tout cela. Pour pouvoir utiliser justement le chiffre en tant que tel, écrire le chiffre, chez les petits, c'est complexe.
Donc, on va lui donner, comment vais-je dire, les moyens de l'écrire. Ces moyens, c'est juste le dit avant si tu sais, mais c'est pas grave, sinon je t'explique. On va observer le chiffre, par exemple le chiffre 1. On va vraiment insister sur le fait qu'il y a une ligne oblique et une ligne verticale. On va le faire par le corps, on va le faire avec des morceaux de bois, on va le construire, vraiment construire le chiffre. Et une fois qu'il est construit, que je l'ai manipulé, je vais seulement l'écrire. Et là, l'enfant va vraiment travailler avec ses petites mains, avec ses yeux. Il va mobiliser plusieurs choses pour construire et arriver au chiffre. Il y a aussi des activités, voilà, ça c'est l'exemple que je vous expliquais. Donc, la première photo, c'est le chiffre qui se trouve sur une plaque de voiture. Je reconstruis le chiffre avec mon corps et bien évidemment, on prend des photos. C'est important parce que ces photos vont permettre à l'enfant, une fois de retour en classe, de verbaliser. On nous dit souvent en maternelle, il faut travailler le vocabulaire. Eh bien, au dehors, le vocabulaire, il est présent constamment. Et si en plus vous faites des photos et que vous leur montrez ces photos, vous allez travailler de la conjugaison, vous allez travailler de la structure de phrase, vous allez tout retravailler. Et l'enfant se souviendra en plus que pour construire le chiffre 1, eh bien, je dois avoir une ligne oblique et une ligne verticale. Et c'est comme ça que par après, je pourrai écrire correctement mon chiffre 1. Je peux faire ça avec tous les chiffres. Alors, vous me direz, oui, mais le 3, je fais comment? Eh bien, on peut utiliser de la terre glaise, on peut utiliser des cailloux. On vient positionner sur une plaque où on a déjà le chiffre 3 qui est dessiné. N'hésitez pas à sortir avec du matériel du dedans au dehors. C'est important et ça vous rassurera. Moi, sur les photos, on voit que je l'ai fait et très sincèrement, pourquoi se priver de quelque chose qui fonctionne? Sur l'activité suivante, on avait introduit le thème de Chaperon rouge. Eh bien, le loup, on lui remplit le ventre de pierres. Nous n'avons pas de pierres, nous avons des cailloux. Eh bien, on fait un petit atelier de dénombrement avec des cartes en néoprène, donc qui ne craignent pas l'humidité. Ça, c'est important aussi. Si vous plastifiez vos feuilles pour aller au dehors, laissez toujours un rebord plastifié pour que les feuilles ne prennent pas l'humidité. C'est une activité qui prend soin chez les enfants. Ici, on a une activité de géométrie. Donc, les élèves avaient pour objectif de couper les branches et de refaire la forme géométrique. Alors, déjà, l'utilisation du sécateur, certains parents peuvent avoir peur, mais je rassure, ce n'est pas plus dangereux qu'un poinçon en classe, ni qu'une paire de ciseaux. À partir du moment où ils le manipulent, moi, mes élèves le manipulent dès 2 ans et demi, 3 ans, pas en coupant des branches, mais en coupant des herbes. On est à côté d'eux, on leur explique les dangers, on rassure les parents et on est parti. Et donc, mes élèves coupent ces petites branches. Alors, les premières photos, c'est un élève de M2 et sur les autres photos, c'est un élève de M3. Alors, ce petit garçon-là a déjà vu son papa travailler. Donc, moi, je leur avais dit, voilà, vous me refaites la forme géométrique, comme bon vous semble, mais les côtés de la forme, les branches que vous allez découper doivent avoir la même longueur que les côtés de la forme. Donc, le petit garçon que vous voyez là, il a déjà vu son papa travailler, donc lui, il m'a demandé pour aller chercher un crayon. Bien évidemment, je l'ai autorisé et je l'ai observé. Et ce petit garçon-là, en fait, il est venu avec une grande branche. Il a mesuré la longueur du côté. Il est venu faire une trace au crayon sur je vais dire, sur le segment. Et ensuite, il est venu mettre un coup de sécateur. Donc, une fois qu'il a eu fait ça, sur la diapo suivante, vous verrez qu'un copain l'a imité. Et donc, c'est une contagion. Et ça vaut tout l'or du monde. Parce que les enfants, entre eux, vont beaucoup plus verbaliser sur des techniques. Ils vont vraiment collaborer s'ils n'y arrivent pas et ils vont construire ensemble. Ils étaient à la même table et il lui a dit, mais comment est-ce que tu fais? Eh bien, regarde, je vais te montrer. Alors oui, on peut l'avoir en école du dedans, mais on l'aura bien plus en école du dehors. Parce que les enfants sont demandeurs, parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'un enfant au dedans, qui est exceptionnel, très bon, qui se débrouille dans tout, voilà. Et puis, on a ces petits loulous qui sont sur le côté, qui ne participent pas vraiment,
qui ne savent pas très bien trouver leur place, eh bien, on constate que lorsque l'on est dehors, ces petits loulous-là, il y a une inversion des rôles et ces petits loulous-là y arrivent. Ici, j'avais caché des cordes et par groupe de 2, ils devaient aller récupérer une corde. Et ensuite, il y avait une comparaison de longueur. Et le but était de les classer de la plus longue à la plus courte. Déjà le vocabulaire. Donc, c'était vraiment un travail de comparaison. Et les enfants, ils sont arrivés sans aucun problème. J'ai déjà réalisé cette activité-là aussi avec des guirlandes de Noël. Parce que oui, c'est bien beau, on décore le sapin de Noël. Mais tiens, et si on s'amusait à mesurer les guirlandes et voir laquelle est la plus longue et laquelle est la plus courte? Et bien sûr, insister sur le départ de la ficelle. Et encore dans des activités mathématiques, on prépare une soupe de sorcière, on a un petit livre de recettes. Bien évidemment, est-ce que ça se mange? Pas vraiment, mais c'est juste pour le jeu ici. Un jeu qui, de toute façon, va quand même amener à du dénombrement. Et là, je pense que c'est plus une vérification des acquis. Est-ce que tu connais tes chiffres? Est-ce que tu sais dénombrer? Oui, non, ok. Je ne passe pas sur feuille pour le tester en classe. Je garde les traces de l'enfant, je fais une photo et voilà. Ça, c'est chouette aussi à montrer aux parents et c'est important pour les enfants de le vivre différemment. Des activités en français. Alors, moi, j'ai les plus grands, donc j'ai les M2, M3. Donc, on travaille tout ce qui est repérage de lettres à partir des alphas en école du dehors village. Et ici, on a travaillé en phonologie. J'entends A, dans ballon, dans panier. Et les petits-enfants au-dessus avaient des cailloux dans leurs mains. On fait des photos. Et puis, l'image du milieu, c'était dans l'IMAS. Ensuite, on vient dessiner, pour garder une trace, on vient dessiner là où on entend le son A. Et puis ensuite, j'avais gardé toutes les photos et on les a classées par j'entends A dans la première, la deuxième ou la troisième syllabe. Et je peux vous assurer qu'en travaillant de cette manière-là, ça marche automatiquement. Travailler les syllabes en école du dehors, c'est OK aussi. On utilise des petites ardoises effaçables et on écrit 1 sur une ardoise, 2 sur une deuxième, 3 sur une troisième. Et on demande à l'enfant d'aller chercher un objet qui correspond, qui a autant de syllabes que le chiffre écrit. Ici, en activité de français, eh bien, on travaille une chronologie, tout simplement. On éparpille les images et par groupe de 2, les enfants vont chercher une image et essayent entre eux de savoir quelle est la première, la deuxième, la troisième, etc., etc. Et au final, ils racontent l'histoire. Donc, c'est une chronologie, mais qui se fait dehors. Alors ça, c'est une activité que j'apprécie énormément. Cet album, c'est une bombe. Il est juste simplement magnifique parce qu'il permet en maternelle de travailler les adjectifs qualificatifs et donc d'augmenter le vocabulaire chez l'enfant de maternelle et même de primaire parce qu'on le propose en formation à l'aquascope avec Églantine en primaire. Donc, on le lit à l'enfant parce que la lecture aussi se fait au dehors. On leur donne les petites étiquettes que vous voyez là et dont je pourrais vous les partager également parce que voilà, le matériel que j'ai, je le partage volontiers. Et on demande, donc un enfant a une étiquette et cet enfant doit aller rechercher dans la nature quelque chose de lisse, quelque chose de rugueux, quelque chose de doux, quelque chose de piquant, de mouillé, de sec, de rouge, de jaune, de vert. Voilà, même avec les 2 ans et demi, on travaille les couleurs en école du dehors. Moi, je les ai travaillées avec le monstre des couleurs et c'est un monstre en fait qui ne pouvait manger que ce qui était rouge, ce qui était vert, etc., etc. Et tout ça, en fait, sans le savoir, l'enfant va vraiment augmenter ses apprentissages au dehors. Il y a les activités artistiques. Ici, on est en Lent Art. On avait travaillé sur la fourmi parce qu'on avait découvert un nid de fourmis. Et donc, les enfants se sont interrogés et on a travaillé la méthode scientifique que Sabine proposait. Et on est venu greffer sur tout cela des activités autres, c'est-à-dire en maths, en français. Et ici, vous avez un exemple de Lent Art. Donc, les enfants vont glaner des objets. On les trie. Donc, on a les pommes d'un côté, les cailloux de l'autre, etc., etc. Et on vient refaire une fourmi. Et à partir de là, on avait même réalisé une chanson. Au lieu de faire tête, épaules et genoux, pieds, on avait fait tête, thorax et abdomen. Abdomen, moi je suis une fourmi et tu es mon ami. Tête, thorax et abdomen, abdomen. Voilà, la chanson peut continuer, mais de cette manière, l'enfant intègre les parties de la fourmi également. Voilà, ça c'était pour le petit côté un peu plus ludique. Il y a aussi les activités de construction.
Les deux premières, c'est toujours sur le chaperon rouge. Alors, la première, c'était au démarrage de l'album de Rascal. On utilise un peu le type pixel avec des planches de palette. Le deuxième, ce sont des petites briquettes de parement. Et la troisième activité, c'était le loup. Et là, ce sont des planches de palette découpées et poncées. Donc, c'est du matériel, je vais dire, qui coûte 0 francs, 0 centimes et que les parents peuvent vous fournir. On travaille également l'éveil aux langues. C'est-à-dire que, alors vous me direz, oui, mais en Belgique, qu'est-ce qu'on va parler comme langue? Eh bien, oui, il y a l'allemand, il y a le néerlandais, mais il y a aussi le wallon. Et donc, nous sommes partis dans notre village à la recherche du fameux drapeau belge. Et nous l'avons trouvé, donc nous avons travaillé l'éveil aux langues comme cela. Nous avons également proposé aux petits d'accueil de M1 de danser avec nous sur la chanson de Comme Canary saura chanter. Voilà, désolée pour l'accent long, mais c'est pas ma tasse de thé. Alors ça, c'est un outil aussi qui est vraiment magique. C'est une caméra digitale que vous pouvez brancher directement sur un PC. À partir de l'application VLC, vous l'ouvrez. Et comme je vous disais tantôt sur l'adjectif piquant, eh bien, on avait glané différentes choses et on est revenu avec justement la Cardère que vous voyez là. Et pourquoi est-ce qu'elle est piquante? Eh bien, on l'a observée dans un premier temps. Et donc, on peut voir justement ces épines, ces petites pointes comme ça. Mais il y a aussi, et ça c'est juste magique à leur montrer, c'est en utilisant la zoomie, c'est l'ortie. Parce que l'ortie, elle est vraiment phénoménale à observer. Quand l'enfant vous dit, Madame, je me suis piqué avec une ortie, pourquoi ça pique? Ah, pourquoi ça pique? Alors, ben oui, pourquoi ça pique? Ben moi, j'ai la zoomie. Et donc, je peux leur montrer. Et donc, l'enfant vient de lui-même émettre des hypothèses en disant, c'est peut-être parce que la petite pointe qui est là me rentre dans la main. Alors oui, c'est sans doute ça. Et généralement, je leur propose également les plantes qui soignent. Donc, on a, dans les apprentissages, on a justement la plante qui soigne l'ortie, c'est le plantain. Et donc, je les invite aussi à reconnaître les plantes toxiques, mortelles et comestibles. Bien évidemment, pas en même temps, parce que sinon, ça devient trop dangereux. Ici, on voit un petit garçon qui utilise seul la zoomie avec mon PC et un second écran et qui communique avec un autre. On le voit vraiment montrer. Donc, il n'est plus attentif à sa zoomie, il est attentif à ce qui se passe à l'écran. Et donc, il peut identifier une partie de la plante de cette manière-là. On peut le faire également, et ça, chez Hypothèse, j'avais suivi la formation qui était magique, sur les fleurs. Ici, évidemment, l'école du dehors, c'est la collaboration. On s'entraide, on vient en aide les uns les autres, on collabore pour construire ensemble quelque chose. La première image, on balisait les zones de fauchage tardif. La seconde, tout en haut, on travaillait pour refaire un parterre de fleurs. En dessous, on travaille, on ramasse les déchets parce que ça fait partie des compétences à aborder, c'est le ramassage des déchets avec le tri. Et la troisième, ensemble, on pousse un énorme touret. Et je ne vous ai pas mis la dia où on voit un petit garçon qui tend ses bras pour empêcher les copains de basculer et il leur montre le chemin à suivre. Donc, chaque enfant peut trouver sa place dans cette école du dehors. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de permettre à tous les enfants d'évoluer, de grandir au contact des autres. Alors, cette photo, elle me donne beaucoup d'émotions parce que voilà, ça traduit tellement cette école du dehors où on est plus fort ensemble, on regarde vers l'avenir ensemble, on est bien. Et l'école doit valoriser les talents et les passions de chaque enfant en leur offrant des opportunités de développement et d'épanouissement personnel parce qu'on ne n'est pas tous égaux. Mais par contre, les enfants n'en peuvent rien et ils ont besoin d'être reconnus tels qu'ils sont avec leurs faiblesses et leurs forces. Alors, exploitons leurs forces, donnons-leur la possibilité de montrer qu'ils sont tous capables. Voilà, je terminerai comme ça et je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, il y a étonnamment peu de questions dans le chat cette fois-ci. On vous a écouté avec beaucoup d'attention, manifestement, et tâché de capter toutes les informations que vous donniez déjà en situation. Il y a des participants qui nous viennent du Canada et du Sénégal
et qui disent que bah, ça a l'air vraiment... Enfin, au Canada, ils pratiquent beaucoup donc cet apprentissage par l'enquête et l'exploration. Alors, il y avait la question de savoir, bah, est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça aussi pour le niveau des primaires? Là, je pense que Sabine, toi, tu as des pistes à nous donner par rapport à ça. Oui, ici, comme ça s'adressait aux maternelles, ben, on a Oui. pris des exemples en maternelle, mais le groupe de travail a aussi, c'était aussi des enseignants du primaire. La deuxième année, on avait la moitié d'enseignants du primaire. Donc, il y a beaucoup de séquences qui sont aussi menées sur notre site Apprendre dehors qui concernent le primaire. Oui, oui. Alors, on Donc, demande aussi où on trouve cette formation en dehors de la région liégeoise. Pour Ah les oui, Pion? criers. Il y a les criers également qui sont disponibles. En fait, il y a plusieurs criers sur Liège, sur Moucron. Nous, au niveau de l'Aquascope, on est plus dans la botte du Hainaut, mais vous pouvez les contacter sans problème. Je vais peut-être compléter qu'il faut quand même se renseigner sur ce que l'on cherche, voilà. Et donc les formations, elles sont complémentaires. Si vous allez plutôt en haute école dans la formation continuée, ce sera plutôt en lien avec les apprentissages, tandis que dans les criers, ils seront plutôt dans les autres domaines, l'approche sensorielle, les liens avec la nature et recréer le lien avec la nature. Donc, je crois qu'il y a des formations très complémentaires et n'oubliez pas de lire quand même l'intitulé de la formation puisqu'il y a une offre variée dans le domaine. Mhm. voilà, alors il y a d'autres interventions encore hein, par rapport des conseils par rapport aux formations, hein, l'auto-formation sur le réseau Canopé en France. Dans les éléments que Sandrine tu as mentionné, vraiment cette idée d'avoir des communautés d'apprentissage, que ce soit justement dans les échanges au Québec, au Canada, pardon, au Sénégal. L'idée de faire venir des partenaires, hein, de pouvoir ouvrir l'école vers l'extérieur, c'est des éléments qui sont revenus dans différents moments de rencontre, mais donc qui sont partagés ici aussi. Dans les trucs et astuces partagés, il y avait quelqu'un qui mentionnait que c'était vraiment intéressant de créer des traces avec Book Creator ou un Geniali. Voilà, donc c'est des échanges que vous retrouvez sur les échanges écrits qu'on a ici. Il y a aussi enfin pas l'ASBL, mais le collectif Tous dehors, justement, qui a édité un livre Trésor du dehors et qui est vraiment accessible. Je me suis basée sur leurs écrits également pour aujourd'hui. Et c'est un très bon guide pour se lancer. Et il y a aussi les livres de Sarah Wauquiez, qui est exceptionnel. Et puis en primaire, eh bien, il y a Madame Cindy qui vient également de faire un ouvrage incroyable. Donc voilà. Euh, Alors, je... oui. oui, on voit hein, dans le chat aussi qu'il y a pas mal de personnes qui participent, je pense, aujourd'hui, qui ont beaucoup d'expérience et qui proposent vraiment de partager ces expériences. Voilà, comme on arrive déjà à la fin du webinaire, n'hésitez pas si vous avez des éléments que vous voulez continuer à partager. Vous pourrez le faire aussi par la suite via l'adresse de Nathalie Troupé qui vous a confirmé le rendez-vous du jour. Sabine voulait encore dire quelque Sabine. chose. Ouais. Oui, parce que j'ai vu dans le chat que beaucoup sont en ville et se sentent quand même un peu Mhm. en difficulté pour les sorties. Mais il y a vraiment moyen aussi d'exploiter les parcs qui sont vraiment trop peu. Enfin, on n'y pense pas toujours. On a fait, nous, tous des mercredis après-midi. L'année dernière, on en a fait 6. Prendre l'air dans les parcs. On a invité les enseignants à voir un peu ce qu'on peut mener comme activité dehors et ça a vraiment bien donné. On peut le refaire cette année, bientôt, enfin l'année prochaine. Et donc, il y a notamment le parc Skeudbos près de Molenbeek, qui est vraiment dans le nord de Bruxelles, qu'on a trouvé vraiment formidable parce que dans ce parc, ils ont vraiment laissé des zones naturelles. À- C'était leur intention, quoi. Donc, voilà, et on y est assez vite. L'accès est assez aisé. On arrive au bout du webinaire et on voulait vous partager encore quelques éléments par rapport au projet. Sandrine, tu voulais encore relever un dernier élément avant qu'on finalise? Non, c'était la même observation que Oui, Sabine, c'est par oui, rapport à la tout à ville. fait. Mhm, mhm.
Voilà, mais donc on voit hein, que ça réveille beaucoup d'envie d'échange, de passion. Certains d'entre vous sortent déjà depuis de nombreuses années. On sait qu'il y a des réseaux vraiment au niveau de l'école du dehors, et donc n'hésitez pas à continuer à nourrir et à construire ces communautés d'apprentissage. Je pense que ces échanges entre professionnels sont toujours très très riches. Voilà, on va terminer par quelques éléments par rapport au projet, et donc je vais juste repartager avec vous les 2 dernières slides qui ne sont pas nouvelles pour les personnes qui ont déjà participé à nos webinaires, mais donc vous rappelez que ce webinaire s'inscrit donc dans le projet L'école maternelle, c'est essentiel, avec une offre de formation et d'accompagnement par les différents réseaux et l'interréseau. Et donc, si vous allez sur le site ou que vous faites une recherche Pacte pour un enseignement d'excellence, la maternelle, c'est essentiel, vous retrouverez les coordonnées des personnes dans chaque réseau et de l'interréseau pour pouvoir vous inscrire pour les formations pour l'année prochaine et ensuite les années futures. Donc, on sait que c'est le moment, que les inscriptions sont en cours, donc n'hésitez pas. Et alors, vous dire par rapport aux différents outils qui sont disponibles et les liens qui sont disponibles en ligne. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais donc de manière plus pratique, vous avez donc sur le site de la Fondation Roi-Baudouin, si vous faites également une recherche autour de la maternelle, c'est essentiel, une introduction sur le projet, le lien vers le teaser, donc qu'on a vu, mais de manière hachée au niveau sonore en début de webinaire. Et alors, les 3 webinaires, donc les 2 premiers sont disponibles en replay via le site de la Fondation Roi-Baudouin. Celui d'aujourd'hui le sera également dans quelques jours. Et alors, vous dire aussi que sur eClass, vous pouvez faire une recherche, que vous soyez connecté sur eClass ou pas. Et donc là, vous avez le lien direct dans lesquels vous allez pouvoir retrouver les 8 films pour pouvoir animer des temps de sensibilisation qui sont également des films que vous retrouvez dans les formations. Mais donc, ils sont disponibles en ligne déjà actuellement. Des propositions d'animation, donc comme on le disait, des outils pour des temps de rencontre et de concertation ou de temps de travail entre professionnels. Et alors, les 3 webinaires thématiques seront disponibles sous peu sur eClass également. En tout cas, d'ici pour la fin de l'année scolaire, ce sera disponible, et donc vous pourrez les retrouver également sur eClass. Donc voici les 2 informations que vous pouvez aller rechercher. On vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. On remercie les personnes qui ont suivi l'ensemble des webinaires cette année. Voilà, c'est le dernier, donc c'est particulier pour nous. On espère vraiment que tout l'apport que vous avez pu nous apporter au long de ces rencontres et tous les échanges qui ont lieu dans vos écoles, sur le terrain, vont continuer à vivre à travers les formations. La maternelle, c'est essentiel. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour continuer à faire vivre ces formations et à faire vivre surtout cette réflexion pour pouvoir mieux accueillir tous les enfants à l'école maternelle. Donc voilà, maintenant c'est à vous de pouvoir continuer à passer la main, à réfléchir et à collaborer le mieux et le plus possible pour pouvoir accueillir tous les enfants. Dedans ou dehors. Et dehors. Bonne soirée à toutes et à tous.